La micro-formation d'aujourd'hui, sans transition, hein, puisqu'on passe d'une démarche RSE, d'une démarche d'économie à un calcul de coût d'acquisition du client, donc le CAC, qui n'a rien à voir avec le CAC 40. Et ce coût d'acquisition client, il a été mis en exergue par David Skok. David Skok, c'est un business angel, c'est un investisseur, c'est un serial entrepreneur. Et lui, quand il étudie une entreprise, il regarde cette donnée-là, le CAC, le coût d'acquisition client. Et on va voir l'impact que ça a sur vos activités. Et sa citation, c'est « Si vous ne mesurez pas combien il vous coûte d'acquérir un client, vous naviguez à l'aveugle. » C'est tellement évident qu'on ne le fait jamais. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule très souvent, parce que c'est beaucoup plus facile, le coût d'acquisition prospect que le coût d'acquisition client. Le coût d'acquisition client, pourquoi c'est vital? Parce que c'est une boussole, ça vous permet de voir si vous êtes rentable ou pas, si vous êtes en train de vous rassurer ou si vous êtes en train de faire du business avec de la marge. Et en 2025, le contexte économique, le contexte inflationniste, le contexte dans lequel, sur le salon de la Foire Expo, on entendait des commerçants, des artisans, des vendeurs, des entreprises qui disent que ça y est, on a dépassé les 20% d'épargne de la part des Français. Donc, il y a une rétention de l'économie. Il y a une façon de consommer qui est différente aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Et donc, ce qui était unanime, c'est que les gens disaient les clients mettent un temps de plus en plus long à prendre des décisions. C'est vraiment très complexe. Et donc, le coût d'acquisition client devient vraiment une donnée extrêmement importante. Et vous avez un investissement au niveau de la prospection, mais cette prospection doit amener une transformation, ce qu'on appelle le ROI, le Return on Investment, et le taux de transformation. Et donc, vos finances, vos investissements doivent être complètement maîtrisés. Voici la formule du CAC, donc du coût d'acquisition client. En fait, vous prenez le coût global de prospection. Et quand on dit le coût global, ça va être les flyers que vous mettez, ça va être, et sur une période donnée, l'investissement que vous avez mis. Plus les coûts du marketing. En fait, quand on prospecte, on regarde souvent le coût ponctuel de la prospection, mais on oublie tout le marketing qu'il y a derrière, en incluant par exemple combien vous coûte votre site internet par mois, combien vous coûte la gestion, si vous avez un community manager, si vous avez ce genre de choses. Et le temps investi dans la prospection. Vous êtes spécialiste, vous coûtez 60, 80, 90 euros de l'heure, peu importe. Et puis là, vous vous mettez à prospecter, à distribuer des flyers dans la rue. Est-ce que le coût du temps, ce que vous coûtez quand vous prospectez, est-ce que c'est le même que celui que vous faites quand vous avez votre activité, que vous exercez votre art? Donc, faites attention à ça, le coût en temps, et tout ça divisé par le nombre de nouveaux clients. Eh bien, le nombre de nouveaux clients et pas le nombre de prospects. Et donc, ça va vous donner, pour ce qui est des coûts, ça va être les publicités, mais aussi, si tu as fait un salon, donc il y a un coût, faut faire un chèque, faut payer tout ça, les flyers, les abonnements, les déplacements, la logistique. Parce que, en fait, le coût d'acquisition client, soit tu le fais sur 12 mois glissants, soit tu le fais au mois le mois. C'est toi qui décides de voir. Parfois, toi qui es opticien, l'été, ça peut baisser en termes d'activité. Tu vas peut-être avoir une activité où ton coût d'acquisition client va être plus cher dans des périodes où tu dois investir plus pour avoir la même chose, versus d'autres périodes où, au moment de la rentrée, peut-être qu'on va s'occuper des lunettes du gamin, du truc, du machin, peu importe, saisonnalité. Donc, vous regardez surtout les clients que vous avez réellement gagnés, pas les prospects. En fait, c'est surtout par rapport à ça. C'est pas j'ai touché grâce à mon action de prospection, j'ai touché 80 personnes. Non. Sur ces 80 personnes, tu as eu combien de clients? Je vais vous donner un exemple très simple. Moi qui accompagne les entreprises sur les réseaux sociaux, vous savez, sur LinkedIn, la phrase, ou plutôt la réflexion que vous avez, c'est « Waouh, j'ai fait un post, j'ai eu 800 likes. » Et vous connaissez ma réponse. Super, Vanity Metric, tu as fait 800 likes, mais tu as fait combien de clients derrière? Eh ben ça, c'est le coût d'acquisition client, c'est vraiment ça. Et le coût marketing n'est souvent pas inclus. Alors pourquoi on a 5 indicateurs stratégiques dans le coût d'acquisition client? Donc les briques qui sont là, ce sont les briques d'efficacité, ce sont vos dépenses directes de prospection, publicité, salon, les outils, la logistique. Mais derrière, vous avez le temps passé en prospection, donc le nombre d'heures fois le coût
de votre le coût horaire, mais attention, quand toi tu es hypnothérapeute et que tu fais payer 60 € de l'heure, quand tu distribues des flyers en boîte aux lettres, ça coûte pas 60 € de l'heure. Parce que ce n'est pas... Non, mais t'en fais pas, d'accord? Mais parce que tu vas en faire... Combien de clients gagnés? C'est-à-dire, c'est le dénominateur central. Je reviens sur ta question. C'est vraiment ça le point d'achoppement. Et la marge moyenne par client que vous allez comparer à votre CAC, au coût d'acquisition client. Vous savez que vous faites en moyenne X% de marge par client. Ça, c'est une donnée stable. C'est la donnée régulière. Et pourtant, cette donnée n'est pas le reflet de ce que vous faites. Parfois, pour certaines actions, ça vous coûte, vous bouffez votre marge sur certains clients et sur d'autres, vous avez une marge bénéficiaire surnuméraire. Et donc, ça, c'est une marge moyenne, mais votre coût d'acquisition client, lui, il est fluctuant, il est colle à la réalité. Et votre volume de prospects contactés, ça rejoint une notion, votre CAC, votre coût d'acquisition client est important, mais aussi quand vous savez que vous avez besoin de toucher X prospects pour faire un client, ça vous donne une donnée qui est votre efficacité commerciale. Aujourd'hui, dans le B2C, donc quand on s'adresse aux particuliers, on a un taux qui est de 10%. C'est-à-dire il me faut 10 prospects pour faire une vente. Quand on est en B2B, c'est plutôt 3 prospects pour faire une vente. C'est une moyenne nationale, toute entreprise confondue, donc il y a des spécificités métiers. Mais c'est une donnée qui est plutôt intéressante. Et avoir ces chiffres en tête, ça vous permet de conserver une objectivité sur votre activité. Donc on va voir 5 actions de prospection que vous avez tous citées tout à l'heure quand je vous ai demandé c'était quoi votre action de prospection préférée. Vous l'avez tous cité. Soit le cold calling, alors ça vous l'avez pas cité. L'appel à froid des entreprises, c'est quelque chose d'assez particulier. L'emailing, les salons, les foires, les événements, les recommandations et le bouche à oreille, et bien sûr les flyers, l'affichage local. Parce que je veux juste vous dire quelque chose. Pourquoi j'étais inspiré par ça? Parce que j'ai fait les audits IA et j'ai interviewé, j'en suis à 25 entreprises auditées. Quand je vous dis, vous faites quoi en prospection? Vous me répondez réseaux sociaux. Donc je me marre, je me moque de vous et je vous dis, ça vous êtes en train de me parler de votre communication, pas de votre prospection. Mais aujourd'hui, les gens confondent présence sur les réseaux sociaux et prospection. C'est pas du tout la même chose. Ok? Donc le cold calling, c'est l'appel à froid. Je prends un listing, tu l'as fait Isabelle. Le cold calling, c'est je prends un appel à froid et donc j'appelle un listing d'entreprise que j'estime être ciblé. Et donc la règle, comment? Ça, c'est extrêmement énergivore, c'est chronophage, c'est épuisant, et puis surtout, tu dois vraiment passer le barrage de X, Y, etc. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une menace réelle qui est liée au RGPD. Alors pareil, pour tous mes audits IA sur les 25 entreprises, il y en a qu'une qui m'a dit je sais ce que c'est que le RGPD. Les autres, c'était fluctuant, quoi. Donc vous avez un RGPD, Blocktel, des bases non qualifiées. Aujourd'hui, faites attention à ça parce qu'ils vont être de plus en plus regardants avec ça. Un taux moyen de cold calling, selon close.com en 2025, c'est entre 2 et 3%. Si tu fais du B2B, appel à entreprise, que tu veux proposer tes prestations, il te faut appeler 100 entreprises pour faire 2-3 rendez-vous. Je vois vos têtes, c'est pas drôle. Le bon taux de transformation, il est entre 6 et 9%, à condition d'avoir une base qualifiée, un suivi rigoureux, etc., etc. Et selon HubSpot, donc HubSpot fait des interviews, des sondages auprès des commerciaux, des grands groupes et tout ça, et ils ont noté que 80% des ventes se concluent après au moins 5 relances. Donc toutes les entreprises qui me disent j'ai essayé 2 fois, je dis c'est bien, t'as été loin. Mais il te manque encore 3 fois. Et donc, passer ce truc-là, se dire, ok, je pose le cerveau quand je suis en prospection parce que de toute façon, je sais qu'en face, il va me dire 5 fois non avant qu'il me dise oui. Si c'est une donnée que vous n'avez pas en tête, vous allez vous décourager. Oui. Ou alors, c'est considéré quand il y a déjà un petit intérêt et qu'on relance, ou quand il y a vraiment un non. Zéro intérêt, ça va être bonjour madame, je veux rencontrer votre patron, non dégage. Appel, ok. Et je rappelle. Et à la fin, on doit créer un lien avec la personne qui nous jette pour qu'au bout de la 4e fois, on dise c'est encore le casse-couille. Et tu vois, et donc la personne rigole et finit par dire ok, vous êtes insistant quand même, on y va. Et voilà. Et donc on doit passer des barrières de refus.
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut poser le cerveau, parce que si vous le prenez personnellement, vous le faites pas, quoi. Alors que c'est pas personnel. Comme dirait le parrain, c'est les affaires. Et donc, pour optimiser cette action, vous devez avoir une base ciblée. Et rappelez-vous, on vous a toujours parlé de persona. Ça vous parle, le persona? Martine, 32 ans, 2 enfants, secrétaire médicale à tel endroit. J'ai une mauvaise nouvelle. Martine, 32 ans, 2 enfants, elle n'existe pas. Donc, préférez plutôt ce qu'on appelle l'ICP, l'Ideal Customer Profile, le profil de client idéal. Et ce profil de client idéal, il a un secteur d'activité, une taille d'entreprise, une zone géographique, un budget, un type de besoin récurrent. Et ça peut se traduire par mon ICP, ce sont les cabinets d'avocats à Périgueux de 1 à 5 personnes qui veulent se développer grâce à LinkedIn et l'intelligence artificielle. Je dois pouvoir définir mon client idéal comme ça. Et c'est bien meilleur qu'un persona. Vous devez avoir un script. Ce script, vous devez pouvoir le modifier à chaque appel pour voir si vous avez fait le bon matching. Et des relances planifiées dans un CRM ou dans un fichier Excel, mais CRM, Customer Relationship Management, donc c'est un gestionnaire de la relation client. Comment? Dans le script, il faut pouvoir modifier quand tu as quelqu'un qui fait. Alors, faut pas le modifier parce que ton script, en fait, c'est pas un bonjour, je suis ci, je suis ça. En fait, c'est le squelette. C'est dire bonjour, passer par là, passer par là, passer par là. Et en fonction si t'as un ch'ti au téléphone ou si t'as un Marseillais, tu vas pas utiliser le même vocabulaire, tu vas pas les mêmes références, etc., etc. En deuxième position, on a l'emailing. L'emailing, une fois de plus, vous avez du RGPD. Faire de la prise de base de données, prendre un fichier brut, le balancer dans votre database et l'utiliser, c'est pas RGPD, Règlement général de la protection des données. Donc vous devez avoir des origines de fichiers qui soient qualifiées et que vous devez être protégé. Mais vous devez prendre conscience de quelque chose, c'est que quand les gens me disent, moi je prospecte sur les réseaux sociaux, j'ai plus de 5000 amis sur LinkedIn, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Du jour au lendemain, la plateforme peut vous dire « Hey, t'as pas respecté mes conditions de ci, de ça, tu dégages. » Bonne chance pour appeler sur LinkedIn Microsoft en trouvant le responsable. Il est où? Je ne sais pas, il est en Suède, il est en Norvège, il est en Irlande, j'en sais rien. Il parle français? Bah non, il en a rien à foutre. Et il t'a dégagé. Et donc là, tu perds tout. Tu perds toute ta base client si tu comptes que sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez votre activité, vous devez avoir une base mail de gens autour de vous. Cette base mail, elle vous appartient, vous en êtes propriétaire. RGPD-like, faut la nettoyer tous les 2 ans, faut avoir le consentement des gens, faut respecter le RGPD. Le RGPD, quand vous prenez une adresse email en France, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. La personne doit s'inscrire de façon volontaire et elle doit recevoir un deuxième message qui dit « Tu t'es inscrit, t'es sûr que tu veux t'inscrire ?» Ah, on est dans un truc de fou, mais on doit le faire. Par contre, ce qui est intéressant, qui me disait hier, j'envoie des mails à 7000 entreprises sur la Dordogne. Taux de retour 0. Je lui ai dit, mais tu as un problème parce que le taux de retour en moyenne dans une newsletter, le taux de transformation, c'est quand vous avez une newsletter, en moyenne, si elle est bien faite, vous avez entre 0,5 et 2% de vente. Pas de gens qui vous redisent, oui, ça m'intéresse, de vente. Donc, ça veut dire que vous avez un bon taux. Lorsque vous atteignez 4-5%, à chaque envoi de newsletter, vous avez des clients au bout. Et ça marche encore, sous certaines conditions. Donc, une séquence avec 2-3 relances obtient jusqu'à plus 49% de réponses. Donc, en fait, tout ça doit être orchestré. C'est une musique. C'est pas un one-shot. J'envoie ma newsletter, j'essaye 3 fois, ça marche pas, c'est de la merde. Ça marche pas parce que ça n'est pas récurrent. Les gens, ils ont besoin d'un principe d'exposition, tu le sais très bien, ils ont besoin de se sentir à l'aise, etc. Pour optimiser ça, c'est une segmentation fine. Ce que j'ai répondu à la personne qui a une base d'adresse de 7000 entreprises sur la Dordogne, je lui dis, bah ouais, mais t'as envoyé la même newsletter aux 7000 entreprises. Il m'a dit, bah oui. Il dit, donc, t'écris à une diététicienne, un plombier et un diagnostiqueur, tu lui envoies le même message? Ben oui.
Donc ça doit être spécifique, il faut séquencer. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir un objet accrocheur. L'objet du mail que vous envoyez, c'est ça qui va conditionner l'ouverture de la newsletter. S'il n'y a pas une promesse ultra forte dans l'objet du mail, par exemple, si vous mettez envie d'une nouvelle chaudière, bah non. La réponse est toujours ben non. Envie d'eux, ce sera non. Pourquoi? J'ai pas envie que tu me vendes. C'est moi qui ai envie d'acheter. Donc l'objet doit plutôt être économiser de l'énergie avec tout savoir sur les nouvelles chaudières, etc. Tu vois, ça doit être quelque chose qui doit donner envie avec une promesse. Et donc l'objet du mail est plus important encore que la newsletter. Je pondère. L'objet du mail doit être extrêmement important et considéré comme étant la clé d'entrée pour ouvrir la newsletter. Et vous devez investir votre temps de façon judicieuse sur ce genre d'outils. Les salons, les foires et les événements. Donc là, dans les salons, les foires et les événements, on va regrouper des gens comme des troupeaux dans la jungle autour d'un oasis. Donc cet oasis, il est thématique. Si vous allez sur la foire expo, toi tu y allais en tant que vendeur de solutions B2B d'imprimantes pour les entreprises. Tu savais ce que tu faisais là parce qu'en fait tu as exposé, mais ton but n'était pas de vendre aux visiteurs, ton but était de vendre aux exposants. Donc tu as fait le bon matching, la bonne présentation et la bonne stratégie. Le truc, c'est que l'idée, c'est de développer avec ça votre visibilité en local, d'être vu. Et attention, les investissements en salon sont très très lourds. Hein, ça peut aller jusqu'à 1500, 2000, 3000 balles dans présence en fonction de la taille de la foire ou du salon. Mais surtout, c'est le return on investment. Si vous faites un client et que ce client, il vous rapporte 200 balles de marge, mais que vous avez dépensé 2000, bah, vous êtes largement bénéficiaire en déficit. Et donc, vous êtes largement déficitaire. Donc, vous devez avoir, quand vous définissez un salon, un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Quand tu es allé sur le salon, tu t'es dit quoi en objectif SMART? Il me faut un contrat d'abonnement sur 61 mois, à temps de mensualité, donc avec un niveau de mensualité, et ce contrat-là, bah, tu l'as eu, t'en as vendu 3 comme ça, quoi. Donc, tu t'es dit, ok, c'est cool, il est midi, première matinée, c'est bon, j'arrête. Donc, avant de participer à ce genre d'événement, vous devez cibler le salon. Est-ce que votre présence est pertinente en fonction du thème, de la thématique du salon? Pendant le salon, vous devez collecter un maximum de contacts. Ça aussi, c'est un art. Comment savoir récupérer les informations, etc. Mais troisième chose sur un salon, si vous y allez en disant « je prends vos contacts, je vous rappelle cette semaine et on prendra rendez-vous », c'est mort. La personne qui vient sur un salon sans son agenda, elle perd son temps. Donc l'idée, c'est de prendre son agenda sur le salon, recevoir un prospect, de lui dire « ok, prenons rendez-vous maintenant ». Parce que si vous ne le faites pas, toi qui es chauffagiste, sur la foire expo, il y en avait 6. 6. Et tous avec la même volonté de communiquer, énergie solaire, économie, centrale split, etc., etc. Tous avaient la même façon de communiquer. Donc pour un prospect qui cherche une solution immédiatement, et c'est pour ça qu'il va sur le salon, eh ben il travaillera avec celui qui a tout de suite mis la main dessus et pris le rendez-vous. Pas le commercial, on s'appelle, on verra plus tard quand ça me pète. Tu vois, et quand j'aurai fini mes autres chantiers, parce que si ça. Donc, après un salon, c'est une relance sous 48 heures. Et si vous n'avez pas de suivi sur un salon, vous perdez 80% de votre activité. Quatrième élément, les recommandations et ce qu'on appelle le BAO, bouche à oreille. L'idée, c'est de se faire recommander naturellement. Pour ça, il faut que ceux qui vous recommandent aient parfaitement compris ce que vous faites. Donc, aient compris la valeur ajoutée. Il y a une menace réelle là-dedans, c'est l'incapacité pour les gens de savoir faire une bonne recommandation. Si pour toi, j'ai quelqu'un qui veut vendre sa voiture, la bonne recommandation, c'est pas hey Alexandre, j'ai rencontré mon cousin, il va t'appeler. Ça, c'est mort. Et le taux de transformation est proche de 0. Par contre, si je dis à mon cousin, je te connais un gars, il est capable de te vendre ta bagnole, de t'en proposer une autre, sécurisation, parce que je sais exactement ce que tu fais. Est-ce que tu es d'accord pour qu'il t'appelle? J'appelle Alexandre, je lui dis voilà le contact, voilà qui est intéressé, appelle-le de ma part, il attend ton appel. Là, le taux de transformation s'inverse et on passe sur du 60-70% de recommandation. Et donc,
Pour optimiser votre networking, vous devez fidéliser vos clients. Pourquoi? Parce que si vous gardez le contact avec vos clients, ben les clients sont au courant de votre actualité. Sinon, je ne sais pas que tu fais un atelier d'initiation à la soudure, etc., etc. Et vous devez valoriser les témoignages et les avis clients. Donc, votre fiche Google Business Profile devient fondamentale aujourd'hui. Et je vous invite aussi, petit hack, à aller régulièrement, une fois par mois, sur votre fiche Google Business Profile et de modifier votre fiche en ajoutant une info, une actualité, rajoutant une photo, ce que vous voulez. Le grand fantasme de Google, c'est d'avoir son réseau social. Ça fait 15 ans qu'ils essaient de faire ça. Ils n'ont jamais réussi. Aujourd'hui, ils sont sur le Maps, ils ont une fiche Google Business Profile et ils disent aux entreprises, si vous voulez être en avant, animez-moi ça. OK? Une fois par mois, hein. Je ne demande pas, ça va. Bon, je sais qu'il y en a qui communiquent sur les réseaux sociaux une fois tous les 2 mois, mais allez sur votre fiche Google Business Profile. La dernière chose, ce sont les flyers. Alors, comme ça fait 1 an que j'ai en moyenne une fois par mois la même question, je l'ai résumé ici. Ce que vous allez faire aussi, c'est que vous pouvez prospecter en décidant de faire une communication qu'on appelle inbound marketing. Je vous rappelle, bound, c'est la frontière de mon entreprise. Inbound, c'est de faire venir les gens à l'intérieur de ma frontière. À l'inverse de l'outbound, qui est de dire je vais cibler des personnes et c'est moi qui vais les chasser. Là, c'est je communique largement en espérant que ça fasse venir des gens à moi. Et donc, pour ça, on a de l'affichage, on a de la pub, on a des flyers. Et à propos des flyers, l'autre jour, j'ai failli me faire un parti politique qui avait posé un flyer sur mon pare-brise. Ces gens-là nous donnent des obligations légales qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Je vous rappelle qu'il est interdit de poser un flyer sur un pare-brise. Rien que ça. Mais deuxièmement, ce flyer, il doit comporter des obligations et des mentions légales. La première chose, c'est le nom de l'entreprise ou l'identification de l'entrepreneur qui fait ça. Son SIRET, son adresse. Le logo Triman est obligatoire aussi. La mention interdiction de jeter sur la voie publique est tout aussi obligatoire. Et fabriqué à partir de forêts éco-responsables, c'est pas une mention sur le flyer, mais si vous êtes contrôlé, on peut vous demander une facture qui spécifie que votre flyer est issu d'une forêt éco-responsable. Alors, si vous allez sur Vistaprint, vous l'avez. Julien est aussi, il a ça. Quand j'avais fait faire des flyers par Julien, hop, on a une attestation sur la facture. Mais si vous respectez pas ça, 1 500 € d'amende par infraction constatée. Donc, tu prends un petit stagiaire 3e, tu fais, tiens, bonhomme, fais-toi plaisir. Yallah. Et là, on a un long taquin qui vient te voir et t'es mort. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui sont tombés à cause de ça. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais c'est pas... Comment? Mais si tu... Enfin, ouais, on va te retrouver rapidement. Lunettes & Co. Oui. Le logo Triman, c'est 2 flèches, comme un yin et un yang, vous savez, c'est une flèche bleue, une flèche noire, une flèche blanche, et elles sont intriquées comme ça. Et en fait, c'est le logo de tri. Et il est obligatoire. Un bon taux, c'est entre 1 et 2% quand vous distribuez des flyers. Donc ce taux de retour, il peut être optimisé en mettant un message de type AIDA, attention, intérêt, désir, action, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est plutôt de la notoriété qu'autre chose, quoi. Et maintenant, pour aller plus loin, je vous ai parlé du CAC, le coût d'acquisition client. Mais il existe un deuxième acronyme qui est le Lifetime Value, c'est-à-dire la durée de vie de votre client. Personnellement, alors, on a un plombier là, François, tu vends une chaudière, on a une architecte, on vend une maison, d'accord? Donc toi, tu vas prendre 10%, 12%, peu importe de la valeur du chantier, mais c'est du one shot. Donc la lifetime value de ton client, c'est le temps qu'il va payer la prestation unique. Moi, je vous vends dans le réseau accessible des abonnements, ce qui fait que ma lifetime value d'un adhérent du réseau accessible, c'est pas 50 € la cotisation mensuelle. C'est le nombre de fois où la personne va revenir payer et donc le temps que je vais conserver ce client dans mon système de vente. Donc aujourd'hui, un client qui reste accessible pendant 1 an, il me rapporte, entre guillemets, 600 €. Pas 50 € par mois.
C'est ça la lifetime value. Et là, il y a un truc intéressant, c'est qu'une fois que vous comprenez combien rapporte vraiment un client, par exemple, toi en tant qu'opticien, si moi je reviens au bout de 8 ans et que je t'achète la 4e paire de lunettes, ma lifetime value, et pourtant pour un exercice comptable sur 12 mois, c'est pas la même chose, mais ma lifetime value, elle n'est pas de une paire de lunettes. Elle est de une fidélité. Et c'est pour ça que la fidélité, la fidélisation client est très importante. Donc, ce ratio, vous l'avez compris, eh bien, si je divise ma lifetime value, c'est-à-dire le chiffre d'affaires hors taxe généré par chaque client en moyenne, divisé par le coût d'acquisition client, si cette équation me donne un résultat inférieur à 1, je suis en train de perdre de l'argent. Je suis en train de travailler pour la gloire. Si c'est égal à 1, c'est que chaque client rembourse juste son acquisition. Pas terrible. Si je suis à 2, c'est-à-dire que mon CAC est 2 fois inférieur à ma lifetime value, j'ai une croissance mais elle est fragile. Si j'ai 3, ce qui est une zone considérée comme idéale d'après les marketeurs, c'est que le client rapporte 3 fois son coût et ça commence à être intéressant. Et au-delà de 3, entre 4 et 5, ben là, vous commencez à avoir des gens qui vous disent « C'est sympa ton truc, je peux te l'acheter ?» Je ne parle pas de ton produit, je parle de ton entreprise. Hein. Vous avez réussi un coup marketing. OK? Eh bien, comme dans toutes les micro-formations accessibles, vous avez maintenant un petit challenge et je vous demande pas de le partager avec les autres sur le groupe WhatsApp, mais je vous demande de calculer votre CAC, celui du mois dernier. Donc, tu vois, si tu reprends le mois dernier, avec ces 4 indicateurs de base et à ce moment-là, vous allez calculer votre lifetime value et voir où vous en êtes. Et comme moi, vous allez commencer à faire les cheveux qui vont comme ça. Pourquoi? Parce que cet indicateur du coût d'acquisition client, on le voit jamais comme ça. Et quand vous allez calculer la chose, vous allez dire « Ah, je suis pas assez cher. » Faudrait que j'augmente mes tarifs. Et vous n'allez pas pouvoir. Il y a un principe de réalité, de concurrence qui sert. Mais se pencher sur ce problème-là vous permet d'avoir un retour intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Quelle heure est-il? Ok, cool. Comment on prend en compte tout l'investissement quand on débute quelque chose? Là, Alors c'est très simple. Tu mets sur une feuille tout ce que tu es en train d'investir et en face les résultats. Mais comme tu es en phase de développement et de croissance, de toute façon, tu seras inférieur à 1. Parce que les premiers résultats vont pas être corollaires à ce que tu as investi. Il faut regarder des traces. Et puis surtout, c'est intéressant à mesurer quand toi, tu penses que tu es en vitesse de croisière. Ça répond à ta question.